1973, dans la capitale Kigali, dans l'attente de la mise en œuvre des accords d'Arusha. Le 6 avril 1994, Juvenal Habyarimana, de retour de négociations à Arusha, monte à bord d'un Falcon 50 piloté par un équipage français. Ce sera son dernier voyage. En ce même mois d'avril 1994, l'Afrique du Sud connaît les derniers soubresauts d'une violence politique, dont on mesure à quel point elle aurait pu, après des décennies de racisme d'État et de lutte armée pour le mettre à terre, prendre le visage d'une guerre civile aux conséquences incommensurables. Il faut, pour éviter ces menaces de guerre civile, que les élections générales se déroulent comme prévu. Il le faut, absolument. Mandela nous a dit « Nous allons mener à bien ces élections, quoi qu'il arrive, parce que l'avenir du pays dépend de la possibilité de chacun de voter. » C'est tout à l'honneur de l'Inkatha et de M. Buthelezi d'avoir décidé au dernier moment de participer aux élections. Le jour du scrutin, on a pu voir que tous ceux qui avaient prédit un bain de sang avaient tort. Je crois qu'après 4 ans de négociations, après toute cette souffrance et toute cette violence, les Sud-Africains n'avaient qu'une idée en tête. Ils voulaient la paix. On a assisté à un spectacle inédit en Afrique du Sud. Des Noirs et des Blancs, des jeunes et des vieux, formant une seule et même file d'attente. On avait grandi avec l'habitude de voir les Blancs passer devant tout le monde et avoir leur entrée réservée, pendant que les Noirs faisaient la queue toute la journée. Mais cette fois, ils attendaient tous ensemble pour voter, y compris les vieilles dames, des Noirs de 80 ou 90 ans qui n'avaient jamais voté de leur vie. Moi-même, c'était la première fois que je faisais une croix sur un bulletin. Je me souviens que quand j'étais dans l'isoloir, ma main tremblait tellement que j'ai eu peur de cocher la mauvaise case, ou de faire une croix tellement illisible que mon bulletin serait considéré comme nul. Le résultat des élections ne prête pas à discussion. L'ANC triomphe. Un gouvernement est nommé avec à sa tête Nelson Mandela, premier président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et c'est à Pretoria, dans l'amphithéâtre d'Union Buildings, siège pendant des décennies de la suprématie blanche, que Mandela va prêter serment. Qui allait faire prêter serment à M. Mandela? Même si le juge suprême était un blanc qui avait siégé sous l'apartheid, nous avons décidé que c'était lui, le juge Corbett, qui devait lui faire prêter serment. C'était un symbole de réconciliation très fort pour tout le peuple sud-africain. C'était une façon de dire « laissons le passé derrière nous ». Et moi, qui ai toujours été communiste, quand j'ai vu Mandela se lever et prêter serment, la main sur le cœur devant le juge Corbett, moi, j'ai fait ça. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Ensuite, il y a eu le défilé de l'armée de l'air sud-africaine. C'était une armée entièrement blanche
qui avait tué et mutilé beaucoup de gens dans d'autres régions de l'Afrique. Elle avait fait des raids sur le camp de réfugiés de Kassinga, en Angola, et massacré des hommes, des femmes et des enfants sans défense en Namibie. Et néanmoins, ce jour-là, nous avons entendu le vrombissement des moteurs de cette même armée. Et nous avons vu les avions et des hélicoptères en formation, tous arborant le drapeau, passer en revue devant le nouveau président, un président noir. Ce mois d'avril, ensoleillé par la démocratie sud-africaine, prend au Rwanda les couleurs ténébreuses d'une épouvantable tragédie. Le 6 avril à 20h23, l'avion qui transporte Juvenal Habyarimana est abattu par 2 missiles d'origine inconnue. Dès cet instant, les miliciens Interahamwe et la garde présidentielle exécutent des leaders politiques de l'opposition, dont Agathe Uwingimana, Hutu modéré, parce qu'elle a refusé entre autres d'obéir au colonel Bagosora, qui lui ordonnait de renoncer à son poste de Premier ministre. Dans les jours qui suivent, le gouvernement intérimaire met à exécution le plan minutieusement élaboré d'extermination des Tutsis. Alors que le génocide se déploie dans toute son horreur, les soldats des Nations Unies se retirent. Et cette indifférence de la communauté internationale ne peut que surprendre et plus encore choquer. Vous voyez ce qui se passe. C'est qu'au moment où vous avez un conflit et que les États n'arrivent pas à le résoudre, ils le passent aux Nations Unies. Et par définition, ce conflit, les Nations Unies vont échouer et on pourra accuser les Nations Unies d'être la cause de cet échec. Mais les Nations Unies, ce sont les États. Si les États ne veulent pas participer, ne veulent pas s'engager pour trouver une solution à ce conflit, pour payer les frais de cette solution, eh bien les Nations Unies ne peuvent rien faire. C'est quand les génocidaires tuent 10 soldats belges que la Belgique, qui a envie de se retirer, mais qui ne veut pas le faire seule, parce qu'elle a une espèce de fibre historique par rapport au Rwanda, et la honte de partir seule, elle fait pression. Elle fait pression, non. Elle s'arrange pour que d'autres qui n'attendaient que ça s'en aillent. Et Madeleine Albright était très très contente qu'on le lui demande, parce que après la Somalie, en octobre 1993, où 18 soldats américains ont été tués à Mogadiscio, traînés dans les rues, l'administration Clinton ne voulait plus entendre parler d'opérations de maintien de la paix en Afrique. Et les Américains ont freiné des 4 fers pour que le mot génocide ne soit jamais utilisé. ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize enga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko. Après les premières offensives du FPR, la France, liée par des accords anciens, a continué d'apporter au régime Habyarimana une assistance militaire de plus en plus marquée.
Fin juin 1994, François Mitterrand engage l'opération Turquoise. Et depuis, la polémique n'a jamais cessé sur les mobiles de cette intervention française dans le génocide rwandais. Pour les uns, Turquoise serait une simple opération humanitaire dans un pays abandonné par les autres puissances occidentales. Pour d'autres, il s'agirait de protéger le précaré francophone d'une concurrence anglo-saxonne régionale et active. Pour les derniers, enfin, Turquoise ne serait rien d'autre qu'une opération d'évacuation, notamment vers la RDC voisine, des hauts dignitaires et génocidaires hutus, volontairement noyés dans la masse des réfugiés. Il y a eu cet incident que les Français ont provoqué, c'est-à-dire ils ont fait l'opération Turquoise où ils ont amené tous les Hutus du Rwanda chez nous. Ces gens sont venus avec les caisses de l'État, avec les biens de l'État, et tout ça ici chez nous. Des biens qui ont été vendus par certains officiers affairistes, et ça a créé des problèmes. Dans ces camps de réfugiés où s'entassent des centaines de milliers de personnes aux conditions de vie lamentables, circulent librement, en effet, de notoires acteurs du génocide. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes? Bien sûr, mais pas devant l'OFPR. Pas devant l'OFPR, non, parce qu'il ne peut pas être fait le juge parti. Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous étiez aussi payé, ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Le génocide qui a déchiré le Rwanda va se retrouver en partie exporté au Zaïre, où cohabitent plus que difficilement réfugiés Hutus et Banyamulenge, ces Zaïrois descendants de Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait un amalgame, on a dit non, tout ce qui a une origine rwandaise doit quitter le pays. Et avant même qu'on ait appliqué cette résolution, qui était inconstitutionnelle, les services de sécurité l'ont appliquée. Et beaucoup de Banyarwandais ont fui, sont allés se réfugier au Rwanda. En fait, les Banyamulenge refusent une fois de plus d'être expulsés et se rebellent contre cette décision. Leur sort ne laisse pas insensible Paul Kagame, qui décide de s'allier à Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et aussi à Laurent Désiré Kabila, un Katangais, vieux routier de la rébellion et de l'agitation politique, qui saisit cette occasion de venir à bout du pouvoir chancelant de Mobutu. Suite à des exactions des génocidaires sur la population zaïroise, de nombreux Hutus sont massacrés au Zaïre en novembre 1996. Le gouvernement rwandais organise alors militairement, avec le soutien des Nations Unies, le retour massif des réfugiés Hutus dans leur pays d'origine. Après la prise de Kisangani,
Une ultime tentative de partage du pouvoir entre Mobutu et Kabila va échouer, bien que parrainée par Nelson Mandela lui-même. I'm confident that both of them realize the importance of peace and stability and progress in their country, and that they realize how important it is for them to sit down to search for a peaceful solution. Mobutu s'enfuit et Kabila entre à Kinshasa. C'est une déclaration de prise du pouvoir. Monsieur Laurent Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila ne met pas un terme à l'extrême confusion qui règne dans le pays et à la volatilité des alliances. I have over 70,000 troops now. And Banyamulenge are only few, like other tribes are few only. And other Tutsis, Rwandans, for instance? Yeah, Tutsi from Rwanda, they are in Rwanda. And here too, everyone knows it. No, they are not Tutsi of Rwanda. It's here. a common secret, President. Yeah, it is not a secret at Come all. on. That friend of ours can come like others. L'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, reprochant à Kabila d'utiliser à son profit les trop célèbres miliciens Interahamwe, ont lâché les nouveaux chefs de l'État. Ces anciens alliés, accusés par une majorité de Congolais de piller en toute impunité les nombreuses et fort rentables ressources du Congo, appuient un mouvement de rébellion armée, alors que l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe soutiennent Kabila. C'est le conflit des Grands Lacs qui se met en place. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils, Joseph, lui succède. 5 ans plus tard, il sera élu démocratiquement président de la République. Les premières élections dans le pays depuis l'indépendance. En Côte d'Ivoire, le malaise politique s'amplifie. L'exclusion du jeu électoral dont est victime Alassane Ouattara fait des ravages et la xénophobie touche également ses compatriotes du Nord musulmans. Après son coup d'État de Noël 1999, l'ancien chef d'état-major Robert Gueye ne change rien au code électoral. Chez nous, l'étranger est un don de Dieu. Mais vous devez vous souvenir qu'il ne lui est pas permis d'être chef d'État ou de convoiter les plus hautes charges de l'État. L'élection présidentielle d'octobre 2000 restera comme un chef-d'œuvre de confusion dans l'interprétation des résultats. Alors que Laurent Gbagbo est élu, Gueye n'accepte pas le verdict des urnes et la rue s'enflamme contre ce coup de force. Le militaire s'incline et Gbagbo peut revêtir ses habits de président de la République. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox Populi, Vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas notre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Le pire est à venir. Les tentatives de réconciliation du nouveau président ne suffiront pas à retarder l'échéance. Un coup d'État avorté, l'assassinat de Robert Gueye, une partie de l'armée se rebelle et prend le contrôle du nord du pays.
la Côte d'Ivoire s'installe dans la guerre civile. A l'inverse, fièvre électorale au Kenya, où la Constitution impose à Daniel Arap Moi de se retirer après 24 ans à la tête de l'État. En 2002, après 2 défaites, les différentes factions du mouvement pour la démocratie ont enfin accepté de rassembler leurs forces. Personnellement, comme d'autres, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à convaincre l'opposition de s'unifier. Enfin, en 2002, nous nous sommes rassemblés et nous avons lancé un formidable mouvement qui a fini par amener le président Kibaki au pouvoir. Mr. Kenyatta Uhuru Muigai Kanu, 10,648 votes. Mr. Mwai Kibaki of NARC, 30,000. We are very excited that God has given us a different government. Oh, yes. And there is peace in Kenya. Oh, yes. There will be no war. We are proud that now what they have been promising will be delivered now. Yes. Mr. Kibaki has it. And we are so excited that Kenya, our prayers are answered. Lutter contre la corruption, aplanir les conflits ethniques ou sociaux dissimulés derrière de pseudo-conflits ethniques, rétablir l'image dégradée du Kenya paradis touristique, la population attend tout cela du nouveau président et de son gouvernement dont fait partie Wangari Maathai. Avant les élections, nous avions passé des accords. Nous nous étions arrangés. Nous avions notamment promis à nos adversaires qui nous avaient rejoints qu'en cas de victoire, nous partagerions le pouvoir. Mais quand nous avons gagné, nous avons refusé d'honorer cette promesse. C'était une erreur. Nous nous sommes laissés guider par l'appétit de pouvoir et l'égoïsme. Et c'est en partie à cause de cela que le pays est encore en guerre. Cet appétit de pouvoir, cet égoïsme des dirigeants, le peuple kényan le paie au prix le plus fort. La réélection contestée de Kibaki en 2007 dégénère en violence politico-ethnique. 1500 morts et 300 000 déplacés dans un pays, par ailleurs affaibli par une sécheresse de grande ampleur. Aucun de nous n'a été invité à s'asseoir à une table pour décider de créer un pays appelé Kenya. Nous n'avons choisi ni son nom, ni son hymne national, ni même son drapeau. Nous ne savions pas à quoi servaient les drapeaux. Nous commençons seulement à l'apprendre. Nous sommes toujours des micronations et les politiciens continuent de diviser pour mieux régner.
Ils utilisent nos conflits pour nous manipuler, surtout en période électorale. Il nous faut des hommes politiques prêts à s'asseoir ensemble à une table pour trouver un terrain d'entente, pour qu'on puisse tous se mettre d'accord sur nos intérêts communs. 100 years since we were conquered by the Europeans. Plus d'un siècle après la colonisation, il serait temps de tourner la page, de tirer les leçons de notre histoire et de nous occuper des séquelles laissées par cette histoire. Il serait temps de dire, apprenons à aller de l'avant tous ensemble. Au XXIe siècle, une micronation ne peut pas faire grand-chose toute seule. Même le pays appelé Kenya n'arrivera à rien. Nous essayons de former une union est-africaine avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Nous pensons que c'est le meilleur moyen d'assurer notre avenir. Ceux qui nous ont conquis, les Européens, ont su depuis longtemps surmonter les différends qu'ils avaient à l'époque de la colonisation. Maintenant, l'Union européenne est forte. Nous sommes toujours en 1910 à nous battre entre nous, à récolter le mécontentement que nous avons semé pendant ces 100 années. À sa création, l'Organisation de l'Unité africaine avait entériné les frontières issues de la décolonisation. Toujours actuelle, cette intangibilité rend plus pertinent encore le projet panafricain de Kwame Nkrumah. Our objective is African Union now. There is no time to wait. We must unite or we perish. L'OUA était-elle le bon instrument pour relever les nombreux défis qui allaient jalonner l'histoire du continent dans les décennies qui ont suivi sa création? L'OUA n'était pas une organisation d'intégration. C'est pour cette raison que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes économiques, que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes, par exemple, de bonne gouvernance, de droits humains, parce que l'OUA n'a jamais pu se doter d'organes exécutifs. C'était un secrétariat administratif qui gérait l'OUA, qui montrait les limites. Par contre, l'OUA atteint des objectifs fondamentaux, tels que la lutte contre l'apartheid, la libération du continent, ont été des acquis pour l'OUA. Mais ça ne suffisait pas pour régler les problèmes de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique responsable. En 2000, l'OUA a été rebaptisée Union africaine, ce qui n'est pas une simple question de forme. Il s'agissait en réalité de doter l'organisation de nouveaux instruments d'action, notamment dans le domaine de la justice, de la santé, de l'environnement et de la sécurité. L'UA est intervenue et intervient encore dans la résolution de conflits sur le continent. Mieux structurée que l'OUA, la jeune UA ne pourra être jugée qu'à l'épreuve du temps. Je pense que c'est un processus qui peut connaître des ratés, des retards, mais qu'on ne peut plus arrêter. Je suis persuadé qu'il faut aujourd'hui que cet idéal qui est contenu dans l'Union africaine soit popularisé, soit pris en charge par les jeunes, par les femmes, par les travailleurs, par les masses populaires, comme on dit, que s'affirme une opinion publique africaine. La bataille de notre génération et la bataille de demain pour nous, c'est vraiment la bataille de l'intégration, c'est ça la bataille de l'Afrique. La bataille de la citoyenneté africaine. La bataille, comment dirais-je, de la restauration de la conscience historique africaine. La valorisation de l'identité culturelle africaine dans sa diversité. Cette bataille de la diversité dans l'intégration, c'est notamment le peuple immense de la jeunesse qui devra la conduire. En 2050, la population du continent dépassera le 1,5 milliard d'habitants. Et les jeunes de moins de 20 ans représenteront 70% de cette même population. Voilà bien la première richesse de l'Afrique. Quant à la démocratie, ces aventures chaotiques ne peuvent faire oublier que nulle part dans le monde elle ne s'est faite en un jour.
et qu'en fin de compte, le processus qui doit y conduire paraît bien engagé dans nombre de pays africains. J'ai foi en l'Afrique. D'abord pour des raisons égoïstes, parce que je me sens très bien en Afrique. J'ai vécu ou voyagé dans d'autres pays, mais je me suis toujours senti non seulement somalien, mais avant tout un Africain par excellence. Je vois vers quoi l'Afrique se dirige. Et je vois cela comme quelque chose de positif. Alors je m'y sens très à l'aise. L'histoire de l'Afrique est une histoire faite d'humiliation, d'oppression, de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras.